Après les épreuves de la traversée et de la quarantaine, les Irlandais sont accueillis à Québec par une communauté déjà bien établie. Ces Irlandais s'installent surtout dans le quartier du Port, au pied de la falaise, dans la paroisse du Cap-Blanc. Mariana O'Gallagher nous explique leur intégration dans la ville de Québec. Qu'est-ce qui unissait les deux communautés, irlandaises et canadiennes-françaises? Je pense pour moi, la première chose qui est un lien entre eux, c'était la religion. Quand les Canadiens ont vu rentrer dans leurs églises ce monde qui parlait l'anglais, mais qui savait comment agir dans une église et qui était évidemment des catholiques, il y avait là un lien. Et puis, il y avait là la différence qu'ils voyaient entre les Anglais et les Irlandais aussi. Et comme ils se sentaient peut-être mal à l'aise, disons, avec le fait anglais, ils étaient confortables avec l'Irlandais, qui lui aussi était très conscient de sa différence entre Anglais et Irlandais. En plus de la religion, qu'est-ce qui unissait ces deux nations-là? Leur niveau économique, j'imagine, pour commencer, ils travaillaient ensemble. Et puis là, il y avait aussi la concurrence pour les emplois. Alors, c'était une place où ils se trouvaient ensemble, peut-être place pour concurrence, mais c'était une place de lien. Vous dites la condition économique. Quelle était-elle, cette condition économique? Quand le travail, la plupart du travail ici à Québec, pour la grande majorité qui venait, c'était comme chargeur de bois. Et puis, il y avait un grand emploi là pour les hommes. C'était une affaire de passage. Mais ici, dans ce quartier, il y avait le travail ordinaire, surtout les magasins. Et toutes sortes de services où Canadiens, Français et Irlandais se connaissaient, partageaient les mêmes positions économiques. Donc. Et les frictions entre Irlandais et Canadiens français, d'où venaient-elles? Ça, c'est venu plus tard, après le 47, quand il y avait des grands nombres d'Irlandais, ici et dans d'autres parties de la ville aussi. Comme leur commencement était très lent et très facile, plus tard, quand il y avait un peu de dépression dans le port, et puis tout le monde travaillait pour avoir une place, il y avait la friction là. Et puis, ils ont fondé leur syndicat. Les Irlandais ont fondé leur syndicat. Et puis après ça, les Canadiens, leur syndicat aussi. Et puis il y avait là la friction pour les mêmes travaux. L'intégration des Irlandais dans la communauté de Québec ne s'est pas effectuée sans friction. Par exemple, les Irlandais détenaient dans le port de Québec le monopole des emplois de débardeurs, ce qui signifie vers 1880 quelques 6 000 emplois. Les Canadiens français décident alors d'organiser leur propre syndicat de débardeurs et décident, le jour où ils obtiennent leur charte, d'aller parader dans le quartier des Irlandais. Ils sont accueillis là par une pluie de roches et de briques qui sont lancées du haut de la terrasse du frein. Mais la parade continue, jusqu'au moment où les Irlandais pointent sur eux un vieux canon mitrailleur. Mais ils ne tirent pas, car bien qu'il y ait de nombreux différends entre les deux groupes, il y a encore bien plus de points communs. Et par-dessus tout, les deux groupes s'aiment bien. Il y avait certainement certaines différences d'opinion, certaines petites frictions, surtout dans l'aréna du sport. Mais nous n'avons pas les deux solitudes comme nous avons probablement ailleurs. Dans l'ancien Rock où j'étais élevé, il y avait des Canadiens français, il y avait des Juifs, il y avait des protestants. Et puis on a vécu dans ma mémoire avec certainement amicabilité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de chicanes?
pas de chicane. C'est curieux que vous me demandez ça, parce que dans une autre entrevue, j'ai été demandé la même question. Et puis, c'est pas un mot que je l'aime. Il n'y avait pas de chicane. Il y avait certainement des contretemps entre les enfants, et puis friction, si vous voulez, dans le royaume du sport. Mais pour dire qu'il y avait un chicane lorsque nous avons perdu nos amis, non. Pas à ma connaissance. On se bataillait entre école Saint-Pat, Montcalm, même contre Québec High dans le temps aussi. En tout cas, c'était des batailles. Puis on se garochait des roches. Puis on se... En tout cas, c'était entre les deux. Puis... Mais on était toujours des amis. Le lendemain, quand on était là, puis on se donnait la main, puis on sortait. Vos amis étaient Canadiens-Français? Oui, la plupart, oui. Et il y avait plus de manifestations de la vie irlandaise quand vous étiez jeune que maintenant? Oui, oui, beaucoup. Dans ce temps-là, nous autres, on avait des parades avec à Sainte-Passe le 17 mars, puis on se promenait sur le Grand Allée, puis on s'en allait... Puis il y avait bien du monde, les parades, tout le monde nous regardait. Mais naturellement, dans le bout de l'avenue Cartier, puis tout ça, là, il y avait beaucoup d'Irlandais, puis on passait toujours dans ce bout-là, hein, Cartier, Salaberry, Maisonneuve, si je ne me trompe pas, puis en tout cas, tout ce bout-là. Est-ce que les Canadiens français fêtaient avec vous autres? Oui, 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 beaucoup. Et vous Beaucoup. autres, est-ce que vous fêtiez la On fêtait Saint-Jean-Baptiste? le Saint-Jean-Baptiste aussi. Et il y avait aussi le Teen Club. Teen Club, oui, ça, c'était quelque chose, c'est que je pense que c'était un des premiers genres de clubs, là, où les jeunes, là, de 16, 15, 14 ou 13 ans, allaient danser. Et je me rappelle toujours que le clergé, il était contre. Mais ça, c'était le Saint-Pat's qui l'avait. Puis tous les Canadiens français, plus les Irlandais, allaient là au Teen Club pour danser tous les samedis, au vendredi et au samedi soir. Je ne me trompe pas. Puis il y avait du coke, puis il y avait toujours les prêtres là, qui se promenaient dans ça. Mais on a eu du fun dans ça, c'était épouvantable. C'était un vrai foire. Mais il n'y a rien de mal, tu sais. Dans quel secteur de la vie est-ce qu'on retrouvait le plus les Irlandais de Québec? Dans ce temps-là, Oui. probablement à Saint-Roch. Et puis le Saint John Suburbs, les Faubourg Saint-Jean, la rue Artillerie, la rue Saint-Julie, d'Artigny, et puis plusieurs dans le quartier Saint-Sauveur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les Irlandais, à cette époque-là? Ben, vous voulez dire dans le rayon des affaires? Oui. Ben, il a travaillé pour les compagnies, les lumber companies, et puis il était les journaliers. Pourquoi la communauté irlandaise a-t-elle tellement diminué? Ben, c'est possible que le moment qu'il y a eu une instruction plus élevée, ils ont été engagés par des compagnies, et puis, au cause qu'il y avait les deux langues, ils ont été transférés ailleurs dans la province de Québec, puis même à Ontario, à l'ouest, parce que les deux langues étaient un asset, voyez-vous. Et puis le mariage, naturellement, plusieurs mariés avec les Canadiens français, mais d'autres, puis les familles sont disparues partout dans notre pays. Vers 1833, au moment de la fondation de la paroisse Saint-Patrick, il y a à Québec 7 000 Irlandais sur une population de 33 000 habitants, dont la majorité parle anglais. Le nombre d'Irlandais double en 1860, en même temps que la population de la ville. Mais depuis ce temps, la communauté irlandaise diminue car les Irlandais partent de Québec ou se marient avec les Québécois. Monsieur O'Gallagher, les Irlandais se sont-ils préoccupés de la vie politique à Québec? Ils ont toujours pris un part dans la politique que je m'en rappelle tout jeune. Je me rappelle la famille, comme la famille des Powers, qui était toujours préoccupée de la politique municipale et puis au niveau fédéral. Il y avait la famille des Quartz aussi. D'ailleurs, Mme Josie Court, qui était une Dinan, de la famille Dinan, était quasiment une dynastie à Québec pour des années, pour des générations. Les autres, ils sont occupés beaucoup de la vie politique au niveau fédéral et puis au niveau provincial. Pendant les années
Duplessis, la famille Court prenait... il était très actif dans la politique au niveau de l'Union nationale et puis au niveau des conservateurs au fédéral. Il y avait aussi la famille Cannon qui était beaucoup occupée de la politique. Et chez nous aussi, d'ailleurs, mon père il était maire de Sainte-Foy. Il était très actif au niveau municipal. Justement, sur la scène municipale à Québec, y a-t-il eu des Irlandais? Ben oui, il y avait, quand j'étais étudiant à la petite école et puis à l'école secondaire, je me rappelle, il y avait Burns, M. Jerry Burns, qui était conseiller municipal, puis il était conseiller municipal, mon Dieu, je sais pas combien d'années, au-delà de 20 ans. Mais ça les intéressait, la vie politique des Irlandais? Oui, mais pas pour... C'était pas... au niveau municipal, il n'était pas tellement intéressé comme au niveau fédéral, provincial. Vous dites qu'il y a beaucoup de sang irlandais qui coule dans les veines des Québécois. Comment ça se traduit? On pourrait peut-être dire que ça se traduit par certaines affinités pour la vie politique, pour la bagarre, pour certaines façons de s'amuser. Il y a comme, les hommes politiques qu'on reconnaît tout de suite par le nom. C'est les gens comme Ryan ou O'Neill, où on voit tout de suite qu'il y a du sang irlandais très récent dans la famille. Et ces gens-là seraient plus batailleurs? Je ne sais pas, mais ils sont peut-être un peu plus... ils se comportent bien sur la scène politique. C'est des gens qui quand même, ne se laissent pas marcher dessus. C'est des gens qui vont quand même aller au-devant. Je ne sais pas, il y a certains quand même... probablement, il y a aussi un bagage celtique en commun. Il y a beaucoup de Bretons dans le sang québécois, dans la communauté québécoise. Alors, peut-être il y a des affinités déjà avec le sang breton, c'est du sang celtique. Alors, il y a toujours un peu d'amour pour les Celtes du côté des Québécois. Pourquoi ces deux peuples-là se sont-ils si bien entendus? Probablement à cause, justement, de ce sang en commun, aussi des valeurs morales en commun, à cause, justement, de la religion en commune. Et peut-être aussi parce que c'est des gens qui ont toujours eu une vie politique, si vous voulez. Ils étaient un peu opprimés par un autre groupe. Alors, ils ont développé un côté, si vous voulez, un côté culturel beaucoup plus riche, si vous voulez, à cause de cela. Ils étaient un peu forcés à se développer des valeurs personnelles. Alors, du côté folklore, ça soit très bien. Enfin, c'est deux peuples qui ont développé un folklore extrêmement riche. Du côté de la tradition orale, les contes, les chansons, la musique. Alors, c'est ce côté-là, enfin, qui peut-être les rapproche. D'abord, il y a quelque chose qui est très évident. Il y a la musique instrumentale, la musique de violon, les gigues, les quadrilles et tout cela. La plupart des mélodies, au-delà de 50% des mélodies, viennent des Irlandais, du bagage irlandais, écossais, mais surtout des Irlandais au Québec. La musique de tradition orale, énormément. Aussi la musique enregistrée. Qu'est-ce que les Québécois ont fait avec cela? C'est-à-dire, on a les mélodies sont très reconnaissables. Par contre, les Québécois, tout de suite, le transforment, le retravaillent avec leur style. Leur style est inimitable. On sait tout de suite qu'on a affaire avec un violonneux québécois. Par contre, la ligne mélodique reste irlandaise et même très reconnaissable.
Alors, à ce niveau-là, on peut dire que les Irlandais et un peu les Écossais aussi ont influencé la musique folklorique nord-américaine outre mesure de leur présence, en fait. C'est vraiment une influence énorme. Et qu'est-ce qui a changé depuis que vous étiez ici? Oh, ben, l'atmosphère, évidemment, a changé. Dans le temps, quoi qu'on essaie aujourd'hui de garder nos traditions qu'on avait dans le temps, là, étant une école irlandaise. Mais quand tu es dans une classe et il y en a 30 autres comme toi, à peu près, irlandais, là, tu crées une atmosphère qui est évidemment un peu différente de celle qui est aujourd'hui, là, quand c'est moitié-moitié. Ce qui change, c'est justement cette atmosphère-là qui était plus irlandaise dans le temps. Qu'est-ce que ça voulait dire, une atmosphère plus irlandaise? Prenons, par exemple, je sais pas, c'est assez difficile, ça. Un professeur qui enseigne la religion, par exemple, là, ben lui, ou catéchiste dans le temps, lui prenait ses exemples ou tirait ses exemples, était lui-même souvent irlandais, tirait ses exemples, par exemple, à partir de la culture irlandaise ou des antécédents irlandais ou du vieux pays qui est l'Irlande. Aujourd'hui, ben, tout ça est différent maintenant. On est devenu plus... Peut-être l'école est devenue beaucoup moins irlandaise, c'est certain. Et puis, maintenant, on respecte, on continue de respecter nos traditions, telles que le Saint-Patrick. Maintenant, un jour de Saint-Patrick, c'est le 17 mars. Mais c'est des choses ça, qui se font pendant 1 mois ou 2 mois auparavant, là, les pratiques et tout ça. On se crée une atmosphère avec ça. Le professeur d'histoire, lui, apporte un peu de la culture irlandaise dans son enseignement. Des fois, c'est fait involontairement, mais c'est là, parce qu'il est au courant, de l'histoire irlandaise. On prime ça un peu, là, sans toutefois en faire... C'est pas comme avant. Avant, par l'osmose. L'osmose, si on veut, c'était à peu près dans toutes nos activités à l'école. Puis maintenant... Il en reste, par exemple, il y a un effort qui se fait pour garder ces traditions-là, irlandaises. Y a-t-il un avenir pour une école irlandaise à Québec? Oui, peut-être, mais beaucoup amoindri, beaucoup moins fort, évidemment, que celle d'aujourd'hui en termes de nombre. Nous, avec peut-être une future amalgamation, le mot n'est pas correct, là, mais une future fusion des écoles anglaises, celle, par exemple, de Sainte-Foy, Katimavik, et peut-être celle de la protestante ici, à Québec, là. Peut-être qu'éventuellement, on se ferait un avenir ensemble. Mais ce ne sera plus l'âme irlandaise à ce moment-là, ce sera l'âme anglophone? Oui, langue anglophone. Mais quand on est irlandais et qu'on n'est pas nombreux dans un pays, d'ailleurs, je pense comme les francophones, disons, dans l'ouest du pays, on fait un effort pour garder notre culture et nos traditions. C'est ce qu'on fait, nous. Et puis, je ne crois pas que ça meure comme ça, là. Là, le sport, évidemment, est amoindri, là, parce que nos chiffres décroissent constamment. Et puis, on se demande ce qui va nous arriver finalement. Les Irlandaises marient souvent des francophones, les Irlandais et Irlandaises. La religion est au cœur de la vie des Irlandais. Et comme nous l'explique le révérend Macaulay, curé de Saint-Patrick, l'histoire de la paroisse est le reflet exact de l'histoire de la communauté. La première église irlandaise est construite en 1832, au moment où il y a à Québec 7000 Irlandais. Cette église sert aujourd'hui de stationnement. Serait-ce là un mauvais présage pour cette communauté? En tout cas, pendant 100 ans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Irlandais sont tellement nombreux qu'on a besoin de 3 églises et de plusieurs messes dans chacune d'elles, le dimanche, pour satisfaire ce peuple très religieux. Mais à partir de la dernière guerre, c'est l'exode vers Montréal, vers l'ouest, pour trouver des emplois qui se font rares à Québec. En 1932, le nombre de mariages entre Irlandais et Canadiens français surpasse le nombre de mariages entre Irlandais. Et le mouvement s'accentue jusqu'à aujourd'hui. En 1960,
C'est l'exode des Irlandais du centre-ville vers les banlieues et en même temps le coup de grâce pour la paroisse. En 1973, par exemple, pour 82 enfants confirmés, 50 sont de parents français, 30 de parents mixtes et 2 seulement de parents irlandais. Aujourd'hui, à la messe du dimanche, l'assistance ne dépasse pas 300 personnes, surtout des gens âgés, parce que les jeunes continuent à partir de Québec. De sorte que le révérend Macaulay, tout en affirmant qu'il restera toujours un noyau de 250 à 300 Irlandais, avoue en même temps qu'il ne pourra maintenir longtemps une Église construite pour une communauté qui a déserté.